dans une ville plongée sous couvre-feu, la garde nationale patrouillait en conquérant, convaincue que personne ne pourrait lui résister. À leurs yeux, il n'était qu'un autre homme noir dans la rue, vulnérable, en infériorité numérique et impuissant. Ils ne voyaient aucune raison d'avoir peur, confondant son silence avec de la faiblesse et son calme avec de la soumission. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il avait passé 15 ans en tant que commandant des forces Delta, forgé sur des champs de bataille où l'hésitation signifiait la mort. Lorsque leurs cris se sont transformés en menaces et que leurs fusils se sont levés, l'homme qu'il croyait être une proie s'est révélé bien plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. Avant d'aller plus loin, indiquez d'où vous regardez dans le monde. Assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est à ne pas manquer. La ville ressemblait à une zone de guerre. Le bruit rythmique des pales d'hélicoptères résonnait entre les bâtiments, projetant des ombres mouvantes sur les rues en contrebas. Marcus Steele se tenait à la fenêtre de son appartement, observant un véhicule blindé passer en vrombissant, ses lourds pneus écrasant des pancartes de protestation abandonnées dans l'asphalte. Sa voisine, Madame Evelyn Carter, avait appelé plus tôt pour demander de l'aide. Son arthrite la faisait souffrir, et elle avait besoin de provisions. Marcus ne pouvait pas refuser. Elle s'était occupée de lui depuis qu'il avait emménagé dans l'immeuble 6 mois auparavant, partageant toujours sa sagesse et son pain de maïs fait maison. « Soyez juste prudents là-bas », avait-elle prévenu. Ces soldats, ils ne se soucient pas de qui vous êtes ou de ce que vous avez fait pour ce pays. Marcus enfila son t-shirt gris et son pantalon cargo olive, des vêtements confortables qui n'attiraient pas l'attention. 15 ans d'opération Delta Force lui avaient appris à se fondre dans la masse, à se déplacer comme un fantôme si nécessaire. Mais aujourd'hui, il savait que la couleur de sa peau ferait de lui une cible, peu importe comment il s'habillait. Les rues étaient étrangement calmes pour un mardi après-midi. Les vitrines des magasins étaient pour la plupart sombres, avec des panneaux fermés accrochés de travers dans le verre. Les rares personnes assez courageuses pour être dehors se dépêchaient, la tête baissée, évitant le contact visuel avec les soldats armés postés aux intersections principales. Une agitation devant attira l'attention de Marcus. Un groupe de jeunes hommes noirs était harcelé par des soldats de la garde nationale, le dos contre un mur de briques, des fusils pointés sur leur poitrine. La mâchoire de Marcus se serra. Il en reconnut un, Darius Johnson, ou DJ comme tout le monde l'appelait. Le jeune homme organisait toujours des réunions communautaires, essayant d'apporter des changements positifs. Les yeux de DJ étaient écarquillés par la peur, mais il y avait aussi de la défiance. Marcus regarda le jeune homme attendre le moment parfait où un soldat se retourna pour parler dans sa radio, puis il se glissa de côté dans une foule de spectateurs qui se formait. Enfant intelligent. Le cri de colère du soldat poursuivit DJ, mais la foule l'avait déjà englouti. Marcus ressentit un mélange de fierté et de colère, fierté devant la rapidité d'esprit de DJ, colère devant la situation qui rendait une telle évasion nécessaire. En passant devant la scène, Marcus nota comment les soldats ignoraient complètement les piétons blancs. Leurs yeux ne suivaient que les visages plus sombres, leurs mains se resserrant sur leurs armes chaque fois qu'une personne noire s'approchait trop. Ce n'était pas aléatoire, c'était ciblé. L'esprit de Marcus, entraîné au combat, cataloguait tout, le positionnement des véhicules blindés, les schémas de patrouille, les intervalles de communication entre les soldats. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Et en ce moment, ces habitudes lui disaient que quelque chose n'allait pas du tout avec cette opération. Un hélicoptère descendit plus bas que d'habitude, son projecteur balayant la rue. Marcus garda son rythme régulier, mais ses muscles se tendirent. Il avait déjà été sous des lumières similaires, mais toujours en tant que chasseur, jamais en tant que chassé. L'inversion des rôles lui laissait un goût amer dans la bouche. L'épicerie était à moitié vide, ses étagères dévalisées par les acheteurs paniqués. Marcus remplit son panier avec les demandes de Madame Carter, pain, lait, soupe en conserve et sa marque de thé préférée. Les mains de la caissière adolescente tremblaient alors qu'elle l'encaissait, tressaillant à chaque passage d'hélicoptère. « Ça va ?» demanda Marcus doucement. « Mon frère » murmura-t-elle en emballant ses articles. Ils l'ont arrêté la nuit dernière, disant qu'il correspondait à une description. Il rentrait juste du travail. Marcus hocha lentement la tête, la compréhension l'envahissant. Combien d'autres avaient été appréhendés sous de vagues prétextes? Combien de familles manquaient de fils, de frères, de pères? Le poids des sacs d'épicerie n'était rien comparé à la lourdeur dans sa poitrine alors qu'il retournait vers son immeuble. Chaque pas révélait de nouveaux signes de l'impact de la répression, des visages effrayés guettant à travers les fenêtres, des voitures abandonnées avec les portières encore ouvertes, des effets personnels éparpillés de personnes qui avaient fui à l'apparition des soldats.
Alors qu'il tournait un coin, un mouvement attira son attention périphérique. 2 soldats de la garde nationale sortirent de derrière un véhicule blindé, leurs fusils déjà levés. Le premier, jeune et maigre, avec les Miller sur sa plaque nominative, avait son doigt trop près de la gâchette. Le second, O'Connor, était plus large avec des yeux froids et une mâchoire trop serrée. « Arrêtez-vous là » aboya Miller, sa voix craquant légèrement. « Les mains où nous pouvons les voir ?» Marcus se figea, les sacs d'épicerie toujours serrés dans ses mains. Il avait participé à d'innombrables fusillades, désamorcé des bombes et secouru des otages. Mais quelque chose chez ces 2 soldats pointant des fusils sur lui dans une rue américaine fit bouillir son sang d'une manière qu'aucun ennemi n'avait jamais réussi. « Votre carte d'identité maintenant » exigea O'Connor, faisant un pas agressif en avant. Marcus savait qu'ils devraient avoir peur. C'étaient des hommes armés avec le pouvoir de l'État derrière eux. Mais tout ce qu'il ressentait était une clarté calme, le genre qui précède une mission. Ses muscles se contractèrent, prêts. Des années d'entraînement chantaient dans son sang. « Je vais prendre mon portefeuille » dit Marcus d'une voix égale, observant les doigts des 2 hommes sur la gâchette. « Il est dans ma poche arrière. » Les sacs d'épicerie pendaient à ses poignets, pommes et conserves se déplaçant à l'intérieur. Les sachets de thé de Madame Carter froissèrent. Quelque part au-dessus, un hélicoptère tournait, ses pales coupant la tension comme un couteau. Les soldats encerclaient Marcus comme des loups, leurs bottes raclant le pavé fissuré. Le visage d'O'Connor se tordit de dégoût alors qu'il désignait Marcus avec son fusil. « Au sol maintenant !» Le commandement de Miller résonna sur les bâtiments de briques. Marcus posa lentement les sacs d'épicerie, le plastique froissant dans le silence tendu. Des gens se rassemblaient aux abords de la scène, des téléphones levés pour capturer ce qui allait se dérouler. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres dures sur les visages des soldats, accentuant leur rictus. « J'ai dit au sol » répéta Miller, pointant son fusil en avant. Marcus garda ses mouvements délibérés et calmes. « Je suis un vétéran » dit-il clairement, voulant que les témoins entendent. « J'ai une pièce d'identité. »« Tais-toi » O'Connor le coupa. Face contre terre, les mains derrière la tête. Marcus obtempéra, l'asphalte rugueux pressant contre sa joue. La position était humiliante, exactement ce qu'il voulait. Il sentait la chaleur du pavé à travers ses vêtements, l'odeur des taches d'huile et des mégots de cigarettes incrustés dans la rue. Son entraînement militaire lui criait de réagir, mais il se força à rester immobile. « Regardez celui-là » se moqua Miller, tournant plus près. « Il se croit spécial parce qu'il dit qu'il est vétéran. » O'Connor rit, un son rauque qui porta jusqu'à la foule grandissante. Probablement juste un autre voyou qui essaie de jouer aux soldats. Les téléphones continuaient d'enregistrer tandis qu'O'Connor s'apprêtait à menotter Marcus. Son genou s'enfonça douloureusement dans le dos de Marcus, le broyant contre l'asphalte. Les menottes étaient trop serrées, le métal mordant les poignets de Marcus. « Pas si dur maintenant, hein ?» O'Connor ricana, tirant brutalement les bras de Marcus. Marcus resta silencieux même si ses épaules étaient tendues. Il avait été entraîné à supporter bien pire, mais O'Connor fit alors quelque chose qui dépassa les bornes. Il leva son fusil et abaissa brutalement la crosse sur le dos de Marcus. Le bruit du métal contre la chair sembla résonner dans la rue. Quelqu'un dans la foule hurla. La douleur explosa le long de la colonne vertébrale de Marcus, et avec elle, quelque chose en lui céda. 15 ans d'entraînement Delta Force prirent le dessus. En un mouvement fluide, Marcus roula, ses jambes balayant celles d'O'Connor. Le soldat s'écrasa au sol, son fusil cliquetant au loin. Avant que Miller ne puisse réagir, Marcus était debout, se déplaçant comme un éclair liquide. Ses mains menottées attrapèrent le bras d'O'Connor, le tordant à un angle impossible. Le bruit d'un os qui se brise fut suivi du hurlement de douleur d'O'Connor. Marcus utilisa l'élan pour projeter l'homme plus grand sur Miller, les faisant tous deux trébucher. La foule halta collectivement. Les téléphones vacillèrent, mais continuèrent d'enregistrer alors que Marcus se déplaçait avec une précision terrifiante. Ses mains menottées auraient dû être un désavantage, mais il les transforma en une arme, la chaîne métallique devenant une extension de sa portée. Miller se remit le premier, balançant son fusil comme une massue. Marcus l'esquiva facilement. Des années de combat rapprochés rendaient les mouvements des soldats presque comiquement lents. Son coude trouva le plexus solaire de Miller, lui coupant le souffle. O'Connor chargea de nouveau, le visage rouge de rage et d'humiliation. Marcus déplaça son poids,
redirigeant l'élan du soldat. La propre force d'O'Connor le projeta contre une voiture garée, bosselant la portière. « Repliez-vous » siffla Miller, essayant de pointer son fusil. Marcus se déplaça plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. Son pied toucha le genou de Miller, pas assez fort pour le briser, mais assez pour faire plier l'articulation. Alors que Miller trébuchait, l'épaule de Marcus s'enfonça dans sa poitrine, le projetant contre le mur de briques. Le fusil cliqueta au sol. Marcus le repoussa du pied, le faisant tournoyer sur l'asphalte. O'Connor se débattait pour se relever, son bras droit pendant, inutile. « Tu es mort » grogna-t-il, cherchant son arme de poing de la main gauche. Marcus réduisit la distance en 2 pas. Ses mains, toujours menottées, attrapèrent la main armée d'O'Connor. Une torsion rapide et le pistolet rejoignit les fusils au sol. Une autre frappe précise sur un point de pression et O'Connor s'effondra, conscient mais incapable de bouger. Le combat entier avait duré moins de 30 secondes. Marcus se tenait au milieu de la rue, la poitrine légèrement haletante. Les 2 soldats gisaient en gémissant sur le pavé, vivants, mais complètement vaincus. La foule s'était agrandie, des dizaines de téléphones capturant chaque instant. Certaines personnes acclamaient, d'autres regardaient simplement sous le choc. Le bruit des moteurs s'amplifia. De lourds pneus crissaient sur l'asphalte alors que 3 invés prenaient le virage, remplis de renforts armés de la garde nationale. Ils s'arrêtèrent en crissant, formant un demi-cercle autour de la scène. Les soldats en sortirent, fusils levés. Marcus ne bougea pas. La sueur coulait dans son dos là où la crosse du fusil d'O'Connor l'avait frappé, mais il ignorait la douleur. Sa respiration était déjà redevenue régulière, sa posture détendue, mais prête. Il avait fait face à de pires obstacles dans des endroits que la plupart des Américains ne pouvaient pas trouver sur une carte. Les nouveaux soldats se déployèrent, leurs bottes raclant le verre brisé et les débris éparpillés. Leurs fusils traquaient chaque souffle de Marcus. Mais il remarqua quelque chose dans leurs yeux, l'incertitude. Il venait de le voir démonter 2 des leurs avec une aisance presque désinvolte alors qu'il était menotté. La circulation s'était complètement arrêtée. La foule pressait contre les murs des bâtiments, enregistrant toujours. Les pales d'hélicoptères fendaient l'air au-dessus, et quelque part au loin, des sirènes hurlaient. Les sacs d'épicerie gisaient oubliés au sol, le thé de Madame Carter se répandant dans la rue. Miller et O'Connor restaient à terre, leurs gémissements de douleur se mêlant au son mécanique des armes prêtes. Le soleil de l'après-midi brillait sur les canons de fusil et l'équipement tactique alors que l'escouade de renfort prenait position, créant un anneau d'acier autour de Marcus. Un soldat avec des galons de sergent s'avança, sa voix serrée par une autorité forcée. À genoux, dernier avertissement. Marcus analysa la situation avec une précision exercée, 12 soldats, tous armés, déployés en demi-cercle. Derrière eux, d'autres troupes sortaient des véhicules. Toutes des victimes potentielles si cela tournait mal. « Je vous donne une chance », dit calmement Marcus, les mains toujours menottées. « Repliez-vous. » La réponse du sergent vint sous forme de signal manuel. 2 soldats se précipitèrent sur Marcus de côtés opposés, essayant de le plaquer. Grosse erreur. Marcus s'abaissa et roula, les faisant entrer en collision l'un avec l'autre. Dans le même mouvement, il balaya les jambes d'un soldat, le faisant trébucher. L'autre lança un coup de poing que Marcus intercepta entre ses mains menottées, utilisant la chaîne pour tordre le bras du soldat. Avec un pivot rapide, il projeta l'homme contre un lampadaire voisin avec un tintement retentissant. « Attrapez-le » cria le sergent, sa contenance se fissurant. 3 autres soldats chargèrent. Marcus se déplaça comme de l'eau entre eux, son entraînement militaire évident dans chaque mouvement précis. Il attrapa le fusil d'un soldat, utilisant l'élan de l'homme pour le faire basculer par-dessus sa hanche. Le soldat s'écrasa sur ses camarades, les faisant trébucher. Le silence nerveux de la foule s'était transformé en acclamation. « Attrapez-les » cria quelqu'un. « Montrez à ces brutes. » Un soldat réussit à attraper Marcus par derrière. Mauvais mouvement. Marcus laissa tomber son poids, brisant la prise avec une précision exemplaire. Il se retourna, enfonçant son coude dans les côtes de l'homme, assez fort pour le neutraliser, pas assez pour causer des dommages permanents. « Il est seul » hurla le sergent, le visage rouge de fureur. « Neutralisez-le » 2 soldats ouvrirent le feu, mais Marcus était déjà en mouvement. Il roula derrière une voiture garée alors que les balles ricochaient sur le métal. Le verre vola en éclats, pleuvant sur le trottoir.
Des civils crièrent et se mirent à couvert. « Cessez le feu !» cria Marcus. « Il y a des civils partout. » Il resta accroupi, comptant les battements de cœur. Lorsque les tirs cessèrent, il explosa en mouvement. Courant droit vers le soldat le plus proche, Marcus se laissa glisser comme un joueur de baseball, fauchant les jambes de l'homme. Alors que le soldat tombait, Marcus attrapa son gilet tactique, l'utilisant comme bouclier contre ses propres camarades. « Personne ne tire », ordonna Marcus, sa voix portant le poids de ses années d'autorité sur le champ de bataille. Certains des jeunes soldats abaissèrent instinctivement leurs armes, réagissant à ce ton de commandement. Un caporal costaud essaya de le charger avec une matraque. Marcus relâcha son bouclier humain et affronta la charge de front. Le caporal lança une frappe entraînée, mais télégraphiée. Marcus se glissa à l'intérieur de sa garde, piégea le bras et exécuta un lancer par la hanche parfait. Le caporal frappa le pavé durement, sa matraque glissant au loin. La foule était entièrement investie maintenant, ses acclamations se transformant en un rugissement. « Abattez-les tous ! Montrez-leur à quoi ressemble un vrai soldat !» Plus de soldats sortirent des invées, mais ils se déplaçaient avec hésitation, ayant été témoins de ce qui était arrivé à leurs camarades. Marcus se tenait au centre du chaos, sa respiration contrôlée, ses mouvements économiques. La sueur assombrissait son t-shirt gris, mais ses yeux restaient vifs et concentrés. Un jeune soldat tenta d'être malin, essayant de taser Marcus par derrière. Marcus entendit le crépitement de l'électricité et réagit instantanément. Il se retourna, attrapant les fils du tasé avec ses mains menottées. Les semelles en caoutchouc de ses bottes l'isolèrent alors qu'il tirait, déséquilibrant le soldat. Un coup de genou rapide mit le soldat à terre, gémissant mais conscient. « C'est inutile », annonça Marcus, sa voix portant. « Vous n'êtes pas entraîné pour ça. Repliez-vous avant que quelqu'un ne soit plus gravement blessé. » Le sergent, le visage violet de rage, sortit son arme de poing. Dernière chance au sol. Marcus se déplaça comme un fantôme. Un instant, il était à 3 mètres, l'instant d'après, il était à l'intérieur de la garde du sergent. Ses mains menottées attrapèrent l'arme, la poussant vers le haut et au loin. Son pied balaya les jambes du sergent, et soudain l'homme était en l'air, atterrissant durement sur le dos. Le pistolet cliqueta sur l'asphalte. Les soldats restants formèrent un cercle irrégulier, armes levées, mais clairement incertain. Ils venaient de voir un homme menotté démonter plus d'une douzaine de leurs camarades sans en tuer ni en blesser gravement aucun. « Assez », dit fermement Marcus. Il porta lentement la main à sa poche arrière, s'assurant que tout le monde puisse voir ses mouvements. Les soldats se tendirent, mais personne ne tira. Marcus sortit un portefeuille en cuir usé. Il s'ouvrit, révélant une carte d'identité militaire qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Commandant Marcus Steele, Force Delta, retraité. Vérifiez mes références. Un frisson parcourut la foule. Quelqu'un siffla. Delta Force. Bordel de merde. Pas étonnant qu'il ait bougé comme ça. Le soldat le plus proche, un jeune spécialiste, s'avança prudemment pour examiner la carte d'identité. Ses yeux s'écarquillèrent. Monsieur, c'est légitime. Référence complète, autorisation de haut niveau. Les autres soldats baissèrent leurs armes, se regardant avec incertitude. Le spécialiste se redressa, se mettant presque au garde-à-vous par habitude. Monsieur, je m'excuse pour, un grésillement de statique coupa l'air alors que la radio de chaque soldat s'activait. La voix qui en sortit était dure et froide, dégoulinante d'autorité, et à peine contenue de rage. Ici le colonel Harlow, annonça TL. Arrêtez cet homme immédiatement. Je répète, le commandant Steele doit être arrêté. Ne le laissez pas s'échapper. Utilisez toute la force nécessaire. Les soldats hésitèrent, pris entre le respect des références de Marcus et leurs ordres directs. La foule se tut, les téléphones enregistrant toujours alors que la tension montait d'un cran. Marcus leva lentement les mains, délibérément. La foule retint son souffle, les téléphones enregistrant toujours. Sa carte d'identité militaire gisait au sol, captant la lumière du soleil. Un petit morceau de plastique qui aurait dû signifier quelque chose. Aurait dû importer. Vous avez entendu les ordres du colonel, dit le spécialiste, sa voix tremblante. Veuillez ne pas résister, commandant. 20 ans, dit Marcus tranquillement. J'ai saigné pour ce pays. J'y ai perdu des amis. Et voilà où nous en sommes.
2 soldats s'approchèrent avec des attaches rapides, leurs mouvements hésitants. Marcus ne les combattit pas. Il les laissa lui lier les mains derrière le dos, plus serrés que nécessaire. Le plastique lui mordait les poignets. Du bord de la foule, une voix âgée coupa la tension. « Vous devriez avoir honte de vous. » Madame Evelyn Carter se fraya un chemin, son visage buriné serré par la colère. « Cet homme est un héros. Il a servi pendant que vous étiez encore en couche. » Madame, reculez, avertit un soldat, levant son fusil. « N'osez pas pointer cette chose sur moi. » La voix d'Evelyn portait l'acier de quelqu'un qui avait affronté de pires menaces. « J'ai marché avec le docteur King. J'ai déjà vu ça, de braves hommes traités comme des criminels à cause de la couleur de leur peau. » D'autres voix se joignirent à elle, « Laissez-le partir. C'est un vétéran. Ce n'est pas juste. » Un SUV noir aux vitres teintées s'arrêta en crissant. Le colonel Richard Harlow en sortit, sa présence dominant immédiatement la scène. Grand, aux cheveux gris, avec des yeux froids et un uniforme impeccable, il rayonnait d'autorité et de mépris à parts égales. « Commandant Steele, » dit Harlow, sa voix dégoulinant de fausse courtoisie. « Quel spectacle vous nous avez offert. Agression du personnel de la garde nationale, incitation à l'agitation civile. » « Vous savez que ce n'est pas ce qui s'est passé, » répondit Marcus calmement. « Vos hommes m'ont agressé. Je me suis défendu. » Le sourire de Harlow n'atteignit pas ses yeux. « Ce n'est pas ce que le rapport officiel dira. » Il se tourna vers ses hommes. « Mettez-le dans le transport maintenant. » Le soldat Miller et le spécialiste O'Connor s'étaient suffisamment remis pour se tenir debout. Bien que tous deux se déplaçaient avec précaution, le nez de Miller était enflé, du sang tachant son uniforme. O'Connor tenait son bras, le visage tordu de douleur et d'humiliation. « Pas si dur maintenant, hein ?» Miller cracha alors que Marcus était conduit. Marcus le regarda simplement, ne disant rien. Son silence sembla exaspérer Miller plus que n'importe quel mot. Ils le poussèrent brutalement vers un camion blindé. Les protestations de la foule devinrent plus fortes. Quelqu'un lança une bouteille d'eau qui rebondit sur le casque d'un soldat. « Reculez !» ordonna Harlow. « C'est une opération militaire. Toute interférence entraînera une arrestation immédiate. » « Opération militaire ?» La voix d'Evelyn coupa de nouveau. « C'est de la persécution. Vous déshonorez tout ce que cet uniforme représente. » Marcus croisa son regard alors qu'il le poussait dans le camion. Elle se tenait droite, défiante, les larmes coulant sur son visage. Autour d'elle, les téléphones enregistraient tout, diffusant en direct l'injustice au monde entier. L'intérieur du camion était sombre et froid. Marcus s'assit sur le banc métallique dur, entouré de gardes armés qui évitaient ostensiblement le contact visuel. Par la petite fenêtre, il pouvait voir des camionnettes de presse arriver, leurs antennes paraboliques s'étendant vers le ciel. Un petit écran de télévision monté dans la cabine du camion s'alluma. Des graphiques d'information de dernière minute y clignotaient. Marcus regarda avec dégoût les politiciens et les experts commencer à construire leur narration. Un incident troublant de terrorisme intérieur, déclara un sénateur. Cet homme a utilisé son entraînement militaire contre nos forces de maintien de la paix. Il représente une menace sérieuse. Des sources affirment qu'il pourrait avoir des liens avec des groupes extrémistes. Un présentateur de nouvelles ajouta, son attaque contre le personnel de la garde nationale soulève de sérieuses questions sur. Marcus serra le poing si fort que les attaches rapides coupèrent plus profondément. 20 ans de service, d'innombrables missions classifiées, des amis morts en croyant en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Tout cela ne signifiait rien dès l'instant où il devint gênant pour le pouvoir. Alors c'est ce que mon service signifie pour eux, murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le moteur du camion. Les gardes se déplacèrent inconfortablement, entendant peut-être le poids de la trahison dans ses mots. À l'extérieur, les sirènes hurlèrent alors que d'autres véhicules militaires convergeaient vers la scène. Le camion avança par à-coups, emportant Marcus loin de la communauté qu'il avait essayé de protéger. Par la fenêtre, il jeta un dernier coup d'œil à la rue. Madame Carter tenait bon, criant toujours sur les soldats. D'autres habitants l'avaient rejointe, formant une ligne de protestation. Les téléphones enregistraient tout, leurs lentilles comme de petits yeux de jugement, diffusant ce moment d'injustice au monde entier. Le camion blindé tourna un coin, et la scène disparut. Dans l'obscurité, Marcus resta parfaitement immobile. Sa posture, militaire droite malgré ses entraves.
Son visage ne révélait rien. Mais son esprit travaillait déjà, analysant les angles, évaluant les faiblesses. Il pensait transporter un homme brisé, un soldat trahi par son pays. Ils avaient tort. Il transportait un commandant des forces Delta qui avait passé sa carrière à accomplir l'impossible. Et il venait de lui donner quelque chose qu'il n'avait pas eu depuis des années, une mission. Le camion gronda dans les rues, ses occupants inconscients que l'apparente défaite de leurs prisonniers n'était que le calme avant la tempête. Marcus avait appris il y a longtemps que la vraie force n'était pas de gagner le premier combat. C'était de se relever après avoir été mis à terre. Et il n'avait pas fini de se relever. La salle d'interrogatoire du centre de détention était délibérément inconfortable, une chaise en métal froid, des lumières fluorescentes crues et une table en acier boulonnée au sol. Marcus était assis avec une posture parfaite, son entraînement évident même en captivité. Ses poignets portaient des marques rouges des attaches rapides, mais son visage restait impassible. 2 officiers de garde le dominaient. Le capitaine James Walsh, 45 ans, se tenait les bras croisés tandis que la lieutenante Sarah Peters, 38 ans, arpentait la pièce. Derrière la vitre sans teint, le colonel Harlow observait, sa présence se faisant sentir même invisible. « Réessayons, dit Walsh en se penchant en avant. Qui sont vos contacts dans le mouvement d'insurrection noire ? Marcus soutint son regard fixement. Il n'y a pas d'insurrection. Vous créez des ennemis là où il n'y en a pas, Peters frappa ses mains sur la table. Nous avons des rapports de renseignement. Vous n'avez rien, la coupa Marcus, à part des ordres de terroriser des civils en fonction de la couleur de leur peau. Le visage de Walsh rougit. Vous avez agressé du personnel de la garde nationale. Après qu'il m'ait attaqué sans motif, la voix de Marcus resta calme, professionnelle. Tout ce qui s'est passé est en vidéo. Le monde a vu la vérité. Le monde voit ce que nous lui disons de voir, ricana Peters. En ce moment, vous êtes un radical dangereux qui s'est retourné contre son pays. Marcus faillit sourire. C'est ce que le colonel Harlow vous a dit de dire ? L'interphone grésilla. Ça suffit, ordonna la voix de Harlow. Laissez-lui le temps de réfléchir à sa situation. Les officiers partirent, mais Marcus ne fut pas seul longtemps. La sergente Linda Quinn entra, portant une trousse médicale. Elle était plus jeune que les autres, avec des yeux gentils qui ne pouvaient tout à fait cacher son malaise face à la situation. « Je dois vérifier vos signes vitaux », dit-elle assez fort pour que les caméras l'entendent. Puis plus doucement, restez immobile pendant que je prends votre tension artérielle. Alors qu'elle enroulait le brassard autour de son bras, les doigts de Quinn effleurèrent son poignet, glissant un petit morceau de papier dans sa main. Marcus garda son expression neutre, sa paume se refermant sur le message. La tension artérielle est un peu élevée, annonça-t-elle pour le compte rendu, mais c'est à prévoir dans les circonstances. Elle nettoya les marques sur ses poignets avec des mouvements prudents et doux. Vous avez servi notre pays, murmura-t-elle, à peine audible. Ce n'est pas juste. Marcus lui fit un léger signe de tête en signe de reconnaissance. Elle rangea sa trousse et partit, la porte se refermant. Quand il fut sûr que personne ne regardait, Marcus déplia le papier. L'écriture était nette, précise. Répression, prise de pouvoir politique. Élection dans 3 mois. Le maire Collins et le sénateur et sont derrière tout ça. Soyez prudents. Ils sont désespérés. Marcus grava les mots dans sa mémoire, puis mâcha et avala le papier. Les pièces s'assemblèrent. Le harcèlement ciblé, la manipulation médiatique, la précipitation à le qualifier de terroriste. Il ne s'agissait pas de loi et d'ordre. Il s'agissait de contrôle. La porte s'ouvrit de nouveau. Le colonel Harlow entra, ses bottes résonnant sur le sol en béton. Il se déplaçait avec l'arrogance d'un homme peu habitué à être interrogé. Confortable, commandant ? Le sourire de Harlow était froid. J'espère que vous êtes bien traité. Laissez tomber le jeu, répondit Marcus. Nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Le sourire de Harlow disparut. Ce dont il s'agit, c'est la fin de votre carrière, de votre réputation, de tout ce que vous avez construit. Il se pencha plus près. À moins que vous ne coopériez, que vous dénonciez les fauteurs de troubles. Aidez-nous à rétablir l'ordre. Vous voulez dire m'aider à supprimer des électeurs avant les élections ? Un éclair de surprise traversa le visage de Harlow, rapidement masqué. Attention, commandant. Cela ressemble à une théorie du complot. Nous ne voudrions pas que les gens pensent que vous êtes devenu instable.
Les gens pensent déjà, colonel. C'est ce qui vous effraie. Harlow se redressa, ajustant son uniforme. Préparez-le, appelez-il aux gardes. Le convoi part dans 10 minutes. 4 soldats armés entrèrent, armes prêtes. Ils ne prenaient aucun risque après avoir vu ce que Marcus pouvait faire. Alors qu'ils l'escortèrent à travers les couloirs de l'établissement, Marcus observa tout, les changements de garde, les schémas de patrouille, le rythme de leurs mouvements. Dehors, un convoi blindé attendait, 3 véhicules, le camion de tête, le transport de prisonniers au milieu, l'arrière-garde. Formation standard. Mais Marcus remarqua les détails subtils. Le conducteur du transport était nerveux, sa prise sur le volant trop serrée. La radio de l'arrière-garde avait un léger délai, créant un décalage de communication. Ils l'ont sécurisé dans la cellule de détention du transport, vérifiant ses entraves. Marcus s'est laissé déplacer comme un prisonnier docile, tout en cartographiant les angles, le timing et les distances. Son esprit fonctionnait comme un ordinateur, traitant les variables, calculant les possibilités. Surveillez-le, avertit un garde à l'autre. Il fait partie des forces Delta. Ne vous laissez pas tromper par son calme. Ils avaient raison de s'inquiéter. Chaque opérateur Delta était une arme, entraînée à transformer n'importe quelle situation à son avantage. Marcus s'était échappé de base en territoire hostile avec bien moins de ressources que cela. Les moteurs du convoi rugirent. Par la fenêtre, Marcus regarda le centre de détention s'éloigner. Il pensait déplacer un prisonnier vers un endroit plus sûr. Au lieu de cela, il lui donnait exactement ce dont il avait besoin, une chance. Il étudia les positions des gardes, la façon dont ils tenaient leurs armes, la fréquence à laquelle ils vérifiaient leur radio. Chaque détail était un outil potentiel, chaque schéma une ouverture possible. Son expression resta neutre, mais son esprit était pleinement engagé, se préparant à ce qui allait suivre. Le convoi avançait dans les rues de la ville, son lourd blindage et son escorte armée attirant les regards des civils. Marcus sentait les vibrations du véhicule, chronométrant les intervalles entre les virages. Il remarqua que le gilet d'un garde n'était pas correctement attaché. La radio d'un autre était réglée sur la mauvaise fréquence, de petites erreurs qui allaient bientôt avoir de l'importance. Le transport blindé tanguait en naviguant dans les rues de la ville. Marcus était assis tranquillement, les chaînes cliquetant doucement à chaque bosse et virage. 4 gardes le surveillaient, 2 de chaque côté, fusils prêts. Leur tension initiale avait laissé place à une arrogance décontractée. Pas si dur maintenant, hein, ricana le soldat Wilson, donnant un coup de pied à Marcus. Juste un autre voyou en pantalon de camouflage. Je parie qu'il a acheté ce pantalon au surplus militaire, ajouta le caporal, essayant de jouer au soldat. Marcus garda les yeux fixés droit devant, l'expression neutre, mais son esprit s'emballait, cataloguant chaque détail, la sangle du fusil de Wilson trop lâche, et vérifiant son téléphone malgré les règlements, la congestion croissante sur les routes à l'approche du centre-ville. « Et, tu m'entends, dur à cuire ?» Wilson frappa plus fort cette fois. « Où t'avons-nous cassé la bagarre ?» Marcus finit par se tourner vers lui, son regard fixe. « Touche-moi encore, dit-il tranquillement, et tu verras. » Les autres gardes rirent, mais la main de Wilson se resserra sur son arme. Il avait vu les images de sécurité de ce qui était arrivé à Miller et O'Connor. Les rires cessèrent alors que la circulation ralentissait jusqu'à s'arrêter. « Qu'est-ce qui retarde ?» Et contacta le véhicule de tête par radio. « Travaux devant », répondit le grésillement. Voie de fusion. Retard de 5 minutes. Minimum. Marcus sentit la vitesse du transport baisser. Parfait. Il travaillait sur ses entraves depuis qu'ils avaient quitté l'établissement, créant lentement un espace microscopique dans le mécanisme des menottes. Maintenant, alors que Wilson déplaçait son poids pour garder l'équilibre dans le véhicule qui ralentissait, Marcus passa à l'action. Les chaînes cédèrent avec un claquement sec. Avant que quiconque ne puisse réagir, Marcus attrapa le fusil de Wilson, le tirant en avant. La tête de Wilson heurta la paroi métallique avec une force brutale. Il s'écroula inconscient. « Contact !» cria-t-il, levant son arme. Mais l'espace confiné jouait contre lui. Marcus était déjà à l'intérieur de sa garde, enfonçant un coude dans sa gorge. Elle s'étrangla, son doigt serrant la gâchette. Des balles étincelèrent au plafond. Les 2 autres gardes tentèrent de pointer leurs fusils, mais Marcus se déplaçait comme une violence liquide. Il donna un coup de pied qui fit tomber l'arme des mains du premier garde,
puis utilisa et comme bouclier humain lorsque le second garde tira. Et hurla alors que les balles destinées à Marcus le transperçaient. Marcus jeta et de côté, réduisant la distance. Ses mains trouvèrent des prises familières, des points de pression, des clés articulèrent l'efficacité brutale du combat rapproché. Les bras du garde se brisèrent au niveau du coude. Son cri fut coupé court par une frappe précise à la tempe. Le dernier garde laissa tomber son fusil, sortant un couteau de combat. Restez en arrière. Marcus faillit sourire. Le couteau fendit l'air vide alors qu'il se glissait à portée du garde. Ses doigts trouvèrent les terminaisons nerveuses du poignet et de l'épaule de l'homme. Le couteau cliqueta sur le sol. Une série rapide de coups laissa le garde inconscient, rejoignant ses compagnons sur le sol du transport. Le conducteur criait dans sa radio, essayant de garder le contrôle alors que le véhicule dérapait. Marcus attrapa le couteau, se dirigeant vers la cabine. Mais avant qu'il n'y parvienne, le transport heurta quelque chose de dur. Le métal grinça. Le monde tourna. Marcus se prépara alors que le véhicule s'écrasait contre le séparateur en béton. L'impact le projeta contre le mur, mais son entraînement prit le dessus. Il roula avec la force, protégeant ses zones vitales. Le transport s'arrêta en dérapant, de la fumée s'échappant de son moteur. Les alarmes hurlèrent. Marcus entendait les autres véhicules du convoi s'arrêter en crissant, des bottes frappant le pavé. Il avait quelques secondes. La porte de la cabine était bloquée par le crash. Il la frappa 2 fois, le métal grinçant, puis une 3e fois. Elle s'ouvrit en éclats. Le conducteur pendait mollement dans son harnais, vivant, mais étourdi. Marcus le tira, le posant au sol. Pas besoin de plus de violence. Il entendait des cris à l'extérieur, des gardes organisant un périmètre. Du sang coulait le long du bras de Marcus là où l'accident avait ouvert une entaille. Ses côtes criaient de protestation alors qu'il bougeait, probablement contusionné, mais la douleur était une vieille amie pour les opérateurs Delta. Il la repoussa, se concentrant sur l'évasion. Les portes arrière du transport seraient couvertes, mais le crash avait écrasé le panneau latéral, créant une brèche. Marcus s'y faufila, les bords métalliques déchirant sa chemise. Il tomba sur le pavé juste au moment où des lampes de poche balayaient la zone. Vérifiez le véhicule. Surveillez le périmètre. Il est armé et dangereux. Marcus resta accroupi, utilisant la fumée et la confusion à son avantage. Il se déplaça comme une ombre entre les véhicules, ses mouvements précis malgré ses blessures. Un garde se retourna, l'apercevant. Mais avant qu'il ne puisse crier un avertissement, Marcus avait disparu. Les sirènes hurlaient au loin. Marcus boita dans une ruelle sombre, le sang coulant de son bras. Derrière lui, la nuit s'anima, radio grésillante, hélicoptère approchant, toute la puissance de la garde nationale se mobilisant pour le retrouver. Mais Marcus avait disparu dans des nuits similaires dans des pays du monde entier. L'évasion et l'évasion urbaine faisaient partie de son ADN. Il se fondit dans l'obscurité aussi naturellement que respirait, ne laissant derrière lui que des questions et des gardes inconscients. Les alarmes continuaient de sonner, leur son s'estompant à mesure que Marcus s'éloignait du lieu de l'accident. Chaque pas lui causait une douleur aux côtes, mais il continuait d'avancer. Il ne fuyait plus seulement la garde maintenant. Il courait vers quelque chose de plus grand, la vérité sur la répression, la conspiration politique et la justice pour sa communauté. Derrière lui, les projecteurs perçaient la fumée s'élevant du transport détruit, mais ils n'éclairaient que des ombres. Marcus Steele, commandant des forces Delta, était libre, et il avait du travail à faire. Marcus boitait dans des rues familières, son bras saignant toujours. Chaque ombre recelait un danger potentiel. Mais il connaissait ce quartier comme sa poche. Les mêmes coins où il avait joué enfant servaient maintenant de point de couverture tactique. Son entraînement militaire se mêlait aux souvenirs d'enfance, le guidant vers la maison. Un groupe d'adolescents rassemblés sur un perron le remarqua le premier. Leurs yeux s'écarquillèrent de reconnaissance. « Yo, c'est lui », murmura l'un d'eux à voix haute. Le soldat des vidéos, celui qui a fait tomber ses gardes. Marcus porta un doigt à ses lèvres et ils se turent immédiatement, mais leur excitation se répandit comme une traînée de poudre à travers le réseau de communication informel du quartier. Les fenêtres s'éclairèrent, les rideaux frémirent et les portes s'entr'ouvrirent juste assez pour que les gens puissent jeter un coup d'œil. Il trébucha légèrement, la douleur dans ses côtes s'intensifiant. Le sang coulait régulièrement de son bras, laissant une trace qu'il devrait nettoyer.
Le monde commença à tourner légèrement, la perte de sang et l'épuisement faisant leur effet. « Marcus, par ici. » Une voix familière perça son brouillard. Madame Evelyn Carter se tenait sur le pas de sa porte, son air habituellement chaleureux remplacé par une vive inquiétude. « Vite maintenant !» Il traversa la rue en se baissant, des années d'expérience de combat le maintenant dans l'ombre. Madame Carter le fit entrer, fermant la porte doucement derrière eux. La maison sentait comme d'habitude, pain frais et lavande, un contraste saisissant avec le chaos extérieur. « Seigneur, aie pitié. Regardez-vous, murmura-t-elle en examinant ses blessures. Allons. Les autres attendent en bas. Les autres ? Elle le conduisit à la porte de son sous-sol. Vous ne pensiez tout de même pas que nous allions rester les bras croisés pendant qu'ils vous chassaient, n'est-ce pas ? Le sous-sol était faiblement éclairé, mais rempli de monde, leaders communautaires, activistes locaux et citoyens concernés. Ils avaient transformé l'espace en un centre de commandement improvisé avec des cartes du quartier épinglées au mur et des téléphones diffusant les fréquences des radios de la police. Darius Digit Johnson sauta de son ordinateur portable en voyant Marcus entrer. Les yeux du jeune activiste brillaient d'admiration et d'une énergie à peine contenue. « Mon Dieu! C'est vraiment vous, mec. Ces mouvements que vous avez faits sur les gardes ? Le feu ? Attention au langage, réprimanda Madame Carter, mais il n'y avait aucune colère dans sa voix. Elle rassemblait déjà des fournitures de premiers secours. Le révérend Williams de l'église baptiste trois pâtés de maison plus loin aida Marcus à s'asseoir. Nous surveillons les mouvements de la garde. Ils ont des points de contrôle sur toutes les routes principales, mais ils sont peu nombreux dans les zones résidentielles. Marcus hocha la tête, grimaçant alors que Madame Carter nettoyait sa blessure au bras. Ils resserreront l'étau d'ici le matin. Nous devons riposter. Darius l'interrompit, arpentant la pièce avec une énergie nerveuse. Les gens en ont marre d'être bousculés. Vos vidéos ont mis tout le monde en colère. Nous pourrions nous organiser. Pas avec des têtes brûlées et une planification à froid, le coupa Marcus, mais son ton était doux. C'est exactement ce qu'ils veulent, une excuse pour plus de violence. Le sous-sol devint silencieux, à l'exception du grésillement des scanners de police. Madame Carter termina de bander le bras de Marcus et lui tendit de l'eau et des analgésiques. Autour de la pièce, les gens commencèrent à partager leurs histoires. Monsieur Washington, propriétaire de la quincaillerie locale, décrivit avoir été forcé au sol sous la menace d'une arme pendant que les gardes fouillaient son magasin. Sarah Chen, étudiante, parla de soldats harcelant le restaurant de sa grand-mère, affirmant vérifier les permis. Chaque histoire portait le même fil conducteur, intimidation systématique, profilage racial et abus de pouvoir. Ils ont essayé de fouiller ma salle de classe, ajouta doucement Madame Carter, les mains serrées. Des enfants pleurant pendant que des hommes armés fouillaient leur sac à dos. Ils ont appelé ça une inspection de sécurité. Marcus absorba chaque récit, la mâchoire serrée. La partie tactique de son cerveau formait déjà des plans. Mais ce n'étaient pas des combattants ennemis dans un pays lointain. C'était son peuple, sa maison. Darius s'assit à côté de lui, sa voix plus basse maintenant. J'ai tout documenté, construit un réseau en ligne. Les gens sont prêts à se lever. Ils ont juste besoin de direction. Besoin de quelqu'un qui sait comment se battre intelligemment. Montre-moi ce que tu as, dit Marcus. Pendant l'heure suivante, Darius le guida à travers leur réseau de base, entreprises locales fournissant des refuges, adolescents effectuant une contre-surveillance des patrouilles de garde, canaux de messagerie cryptés coordonnant l'aide juridique. La communauté n'était pas restée passive. Elle s'était préparée. Le sous-sol bourdonnait d'une activité silencieuse. Le révérend Williams se coordonnait avec d'autres églises, M. Washington esquissait les schémas de patrouille qu'il avait observés, et Madame Carter passait des appels à des enseignants, dressant une liste d'incidents et de témoins. À l'approche de minuit, l'épuisement rattrapa finalement Marcus. Les analgésiques rendaient ses pensées floues. Madame Carter le remarqua immédiatement et commença à faire sortir les gens. « Reposez-vous maintenant », insista-t-elle, installant un lit de camp dans un coin. « Vous n'êtes bon à rien si vous vous effondrez. » Le sous-sol se vida lentement, ne laissant que les guetteurs essentiels. Darius traîna, toujours débordant de questions jusqu'à ce que Madame Carter lui lance son regard de professeur caractéristique. Il partit à contre-cœur, promettant de revenir à l'aube. Marcus s'allongea, son corps douloureux, mais son esprit s'emballait.
Au-dessus, il entendait des hélicoptères tourner, leurs projecteurs balayant les rues. L'activité silencieuse du sous-sol continuait, plans murmurés, claviers tapés, téléphones qui défilaient. Ce n'étaient pas des soldats, mais ils étaient des guerriers à leur manière, se battant avec des informations et de l'organisation au lieu d'armes. Il s'endormit d'un sommeil agité, bercé par les sons familiers de sa communauté, se préparant à résister. La dernière chose qu'il entendit fut Madame Carter fredonnant doucement, une vieille chanson des droits civiques qu'elle lui avait apprise il y a des années, sa mélodie portant le poids de l'histoire et de l'espoir. Marcus se réveilla en sursaut au son de 3 coups doux sur la fenêtre du sous-sol, un signal de reconnaissance des forces Delta. Son corps se tendit, prêt à l'action malgré la douleur persistante. Les guetteurs s'étaient déjà mis en position défensive, mais Marcus leur fit signe de se calmer. « Je connais ce coup », murmura-t-il. Par la petite fenêtre, il aperçut un visage familier, le capitaine Miguel Torres, son ancien coéquipier des forces Delta, accroupi dans l'ombre. Marcus ne l'avait pas vu depuis 2 ans, pas depuis leur dernière mission en Europe de l'Est. Madame Carter observait depuis sa chaise, ses aiguilles à tricoter à mi-chemin d'une maille tandis que Marcus ouvrait doucement la fenêtre. Torres se glissa à l'intérieur avec la grâce fluide d'un opérateur entraîné, atterrissant sans un bruit. Les 2 hommes restèrent face à face un instant. Torres ressemblait exactement à ce dont Marcus se souvenait, des traits fins, des yeux calculateurs, et cette pointe de sourire qui pouvait charmer ou menacer. Ses vêtements civils étaient chers mais pratiques, bien loin de leur tenue de combat de l'époque. « Frère », dit Torres doucement, attirant Marcus dans une étreinte serrée. « Quand j'ai vu les vidéos, je n'y ai pas cru. J'ai dû venir moi-même. » Marcus lui rendit l'étreinte, notant que Torres se tenait toujours avec cette légère inclinaison vers la gauche, une vieille habitude due à une blessure à l'épaule qu'ils avaient tous 2 reçue lors de la même fusillade. Ce geste familier lui serra la gorge de souvenirs. « Ça fait plaisir de te voir, Miguel. » Marcus recula, désignant les autres. « Voici Madame Carter. C'est ta 2e mère. Je me souviens des histoires. » Torres lui sourit chaleureusement. « Madame, votre garçon m'a sauvé la vie 3 fois. »« 4, corrigea Marcus. « Tu as oublié l'Azerbaïdjan. Celui-là ne compte pas. Je maîtrisais la situation. Le RPG à 1 mètre de ta tête a dit le contraire. » Ils partagèrent un rire, mais il s'estompa rapidement alors que l'expression de Torres devenait sérieuse. Il jeta un coup d'œil au guetteur, puis de nouveau à Marcus. « Il faut qu'on parle en privé. » Madame Carter se leva. « Utilisez l'arrière-salle. »« Je vais surveiller. » L'arrière-salle n'était guère plus qu'un placard de rangement, les murs tapissés de conserves et de fournitures d'urgence. Marcus ferma la porte, laissant juste assez d'espace pour que la faible lumière filtre. Torres abandonna immédiatement son air décontracté. « Tu es l'ennemi numéro 1 maintenant, Marcus. Il te dépeigne comme un terroriste intérieur, affirmant que tu mènes une sorte de soulèvement militant. » Torres passa une main dans ses cheveux, un autre vieux geste dont Marcus se souvenait lors de missions tendues. « Toutes les agents sont à photo. Ils mobilisent tout ce qu'ils ont. »« Qu'ils viennent, » dit Marcus. Mais Torres secoua la tête. « Tu ne comprends pas. Cela va bien au-delà de quelques flics racistes ou d'unités de garde trop zélées. Toute cette répression, elle est mise en scène, orchestrée. » Torres baissa encore plus la voix. « Harlow n'est qu'une marionnette. Il y a des gens à Washington, des gens puissants, qui veulent le chaos dans les rues. » Marcus s'appuya contre une étagère, réfléchissant. « Pourquoi la loi martiale ? Ils fabriquent une crise pour justifier une intervention fédérale. Une fois qu'ils l'auront, ils pourront suspendre les droits civiques, retarder les élections, tout ce qu'ils veulent. » Torres sortit son téléphone, montrant à Marcus des documents classifiés. « Regarde ces ordres, les paramètres de ciblage, les protocoles d'escalade. Tout est conçu pour provoquer une réponse. » Marcus étudia les documents, son entraînement militaire l'aidant à repérer les signes révélateurs. Les paramètres de mission étaient trop spécifiques. Les règles d'engagement trop laxistes. Ce n'était pas du contrôle de foule. C'était de la provocation. « Comment as-tu eu ça ? J'ai encore des amis dans les services de renseignement. Ils sont inquiets, Marcus. Cela pourrait se propager à l'échelle nationale. D'autres villes regardent, attendant de voir si ce scénario fonctionne. » Torres rangea son téléphone. « Tu es le joker auquel il ne s'attendait pas,
un commandant décoré des forces Delta avec une expérience de combat et un soutien communautaire. Tu pourrais exposer toute l'opération. Marcus pensa à Darius et à son réseau, à Madame Carter et à ses professeurs, à tous les gens dans le sous-sol qui se battaient à leur manière. C'est pourquoi ils sont si désespérés de me faire tomber. Exactement. Harlow subit des pressions d'en haut. Il doit soit te capturer, soit. Torres laissa la phrase en suspens. Les implications étaient claires. Marcus avait vu des opérations similaires à l'étranger, créer le chaos, provoquer la résistance, puis l'écraser avec une force écrasante. Mais le voir déployé contre sa propre communauté fit bouillir son sang. Je ne les laisserai pas réussir, dit Marcus, sa voix dure. Je sais. C'est pourquoi je suis là. Torres serra l'épaule de Marcus. Tu m'as appris que parfois, les combats les plus difficiles sont ceux qui sont les plus proches de chez soi. Laisse-moi t'aider à abattre ces salauds. Marcus étudia le visage de son vieil ami. Quelque chose vacilla dans les yeux de Torres, une émotion que Marcus ne parvenait pas tout à fait à lire. Peut-être était-ce juste le faible éclairage ou le stress de la situation. Mais après des années de combat ensemble, de confiance mutuelle avec leur vie, Marcus repoussa le doute. J'aurais besoin d'un autre opérateur, admit-il. Surtout un qui sait comment il pense. Torres sourit, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Comme au bon vieux temps, mon frère. Nous leur montrerons ce qui se passe quand ils vont trop loin. Ils sortirent de l'arrière-salle pour trouver que Madame Carter avait préparé du café. Elle leur tendit à tous deux des tasses sans un mot, mais ses yeux vifs étudiaient attentivement Torres. Marcus reconnut son instinct de professeur pour repérer les problèmes. Mais en ce moment, il avait plus besoin d'alliés que de prudence. Votre homme ici a des renseignements, dit Marcus à la pièce. Nous devons ajuster nos plans. Torres s'assit à la table de planification, sortant déjà d'autres documents. La première chose à faire est de comprendre leur structure de commandement. Harlow est vulnérable si nous savons où frapper. Marcus regarda son vieil ami commencer à esquisser des stratégies, partageant des informations internes qui pourraient inverser le cours des choses. Il ignora la petite voix du doute dans son esprit, se concentrant plutôt sur la chance de riposter efficacement. Parfois, se dit-il, il fallait faire confiance aux vieux liens forgés au combat. Mais Madame Carter continuait à tricoter, ses aiguilles cliquetant doucement alors qu'elle observait Torres d'un regard imperturbable. Marcus se tenait au centre du sous-sol, observant Darius et 20 autres jeunes hommes imiter sa posture. Leurs mouvements étaient rudes, bruts, mais leur détermination brillait dans leurs yeux. Contrôlez votre respiration, instruisit Marcus, démontrant une position défensive. Votre corps suit votre souffle. La respiration paniquée mène à la pensée paniquée. Il bougeait lentement, les laissant voir comment chaque muscle se déplaçait. Il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit de survivre, de garder la tête froide quand ils essaient de vous la faire perdre. Darius copia la posture parfaitement, sa stature athlétique s'adaptant rapidement à l'entraînement. Les autres suivaient, certains chancelants, d'autres plus forts. Marcus marchait parmi eux, ajustant les postures d'une main douce mais ferme. Souvenez-vous, continua-t-il, ils veulent que vous réagissiez avec colère, pour leur donner une excuse. Votre discipline est votre bouclier. Dans un coin, Madame Carter était assise sur sa chaise habituelle, sa présence donnant de la gravité à l'entraînement. Elle observait avec des yeux de professeur, notant comment Marcus équilibrait la précision militaire avec la compréhension communautaire. C'est ça, ajouta-t-elle, sa voix portant des décennies de sagesse. Comme dans ma classe. Ils vous poussent à craquer, mais vous vous élevez au-dessus. Montrez-leur votre dignité. Marcus hocha la tête, reconnaissant ses paroles. Elle savait comment combler le fossé entre ses connaissances tactiques et leur lutte quotidienne. Ensemble, ils forgeaient quelque chose de nouveau, une résistance empreinte de droiture. Encore une fois, ordonna Marcus. Ils répéteront les séquences, comment se tenir face à une confrontation, comment protéger les zones vitales, comment se désengager en toute sécurité. Marcus avait dépouillé son entraînement des forces Delta de l'essentiel, adaptant les techniques militaires à la défense civile. Darius s'adapta le plus rapidement, son énergie juvénile tempérée par les conseils de Marcus. Comme ça, demanda-t-il, démontrant un mouvement de déviation. Bien, approuva Marcus. Mais plus lentement. La fluidité et rapidité. La rapidité et fluidité. Dehors,
le téléphone de quelqu'un filmait l'entraînement à travers la fenêtre. Marcus laissa faire. Il ne s'agissait plus de secret. Qu'il voie, qu'il sache que la résistance avait une structure, une discipline. Après l'entraînement physique, Madame Carter prit le devant de la scène. Le groupe s'assit en cercle pendant qu'elle parlait, ses mots s'entrelaçant avec les leçons tactiques de Marcus. Nous avons déjà parcouru ce chemin, dit-elle, sa voix forte malgré son âge. Quand ils ont amené des chiens à nos manifestations, nous n'avons pas fui. Quand ils ont lancé des lances à incendie sur nos enfants, nous n'avons pas craqué. Maintenant, ils amènent des soldats dans nos rues. Mais notre dignité reste invaincue. Marcus regarda les jeunes visages absorber ces paroles. C'était l'autre moitié de l'entraînement, l'acier dans leur colonne vertébrale, le feu dans leur cœur. Madame Carter savait comment l'allumer sans le laisser s'éteindre. Marcus vous apprend à tenir debout, poursuivit-elle. Je vous apprends pourquoi nous nous tenons debout ensemble. Nous leur montrons que leur force ne peut briser notre esprit. Quelqu'un diffusait son discours en direct. Les commentaires défilaient rapidement, cœur, point levé, mots de soutien affluaient de toute la ville, de tout le pays. Leur message se répandait à travers la ville. Au centre de commandement de la garde nationale, la sergente Linda Quinn était assise seule dans la salle de pause, son téléphone caché sous la table. Elle regardait la diffusion en direct, voyait la dignité de la résistance, le contrôle de leur entraînement. Sa poitrine était serrée par des loyautés contradictoires. La porte s'ouvrit, et elle rangea rapidement son téléphone, mais pas avant d'entendre les derniers mots de Madame Carter, « Ils s'attendent à ce que nous soyons passifs ou violents. Nous ne serons ni l'un ni l'autre. Nous serons justes. » De retour au sous-sol, Marcus termina la séance d'entraînement par une dernière démonstration. Lui et Darius se tenaient face à face, montrant comment la défense pouvait dévier l'agression sans l'escalader. Il frappe haut, vous restez bas, instruisit Marcus, exécutant lentement la séquence. Il pousse, vous redirigez, ils intensifient, vous gardez le contrôle. Darius suivit parfaitement, ses mouvements maintenant fluides et déterminés. Les autres regardaient, enregistraient, apprenaient. Ce n'était plus seulement un entraînement. C'était une transformation. Plus tard dans la soirée, Marcus se tenait au bord d'une foule grandissante. Ce qui avait commencé comme un petit rassemblement avait grossi jusqu'à des centaines de personnes. Il remplissait la rue, les téléphones levés, les voix s'élevant en chants unifiés, style, style, style. Son nom était devenu plus qu'un simple nom, c'était un symbole de défi discipliné. Marcus en ressentait le poids, la responsabilité. Il voyait les enseignements de Madame Carter et son entraînement se fondre dans l'énergie contrôlée de la foule. Des jeunes hommes se tenaient dans les positions défensives qu'il leur avait enseignées, faisant face à la ligne de police sans peur ni agressivité. D'autres diffusaient tout en direct, s'assurant que le monde entier regardait. La scène entière témoignait de leur stratégie combinée, le pouvoir sous contrôle, la résistance avec dignité. Darius travaillait la foule comme un leader naturel, son téléphone diffusant à des milliers de personnes. « Montrez-leur », cria-t-il. « Montrez-leur ce que le commandant Steele nous a appris. » La foule bougeait à l'unisson, démontrant les positions défensives. C'était beau et terrible. Des centaines de citoyens devant apprendre des techniques militaires juste pour survivre dans leur propre rue. Mais ils le faisaient avec une telle grâce, une telle dignité. Style, style, style. Le chant devint plus fort, résonnant sur les bâtiments. Marcus sentit l'espoir monter dans sa poitrine, puissant et dangereux. Il le vit dans leur visage, pas seulement de la colère, pas seulement de la défiance, mais une détermination disciplinée. Ils apprenaient à tenir bon sans perdre leur âme. Madame Carter apparut à ses côtés, sa main trouvant son bras. « Regardez ce que vous avez construit, dit-elle doucement. Pas des soldats, mais des citoyens se tenant debout. » Marcus regarda de plus en plus de gens rejoindre la foule, leur téléphone ajoutant à la mer de lumière. Les chiffres des directs continuaient d'augmenter. Leur message atteignait maintenant au-delà de la ville, inspirant d'autres à se lever, à résister avec dignité. Le chant continuait, son nom portant leurs espoirs de justice. Un instant, debout là avec Madame Carter, regardant Darius mener la foule dans une protestation disciplinée, Marcus se permit de croire qu'il pourrait réellement gagner. Marcus se tenait à l'avant de l'énorme foule, leur énergie électrique dans l'air du soir. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées, remplissant la large rue d'un trottoir à l'autre. Des pancartes flottaient au-dessus de leur tête,
des téléphones diffusés en direct sous tous les angles, et leurs chants unifiés résonnaient sur les bâtiments. Torres apparut à ses côtés, vêtu de vêtements civils, sa présence familière à la fois réconfortante et autoritaire. « Tu dois mener depuis le front, mon frère, dit-il en tapant l'épaule de Marcus. Montre-leur que tu n'as pas peur. Marcus hocha la tête, observant la rue vide devant lui. Quelque chose ne collait pas. Les barrières de police étaient trop loin. La ligne habituelle de policiers anti-émeute mystérieusement absente. Ses instincts de combat le picotèrent, mais le sourire confiant de Torres le poussa à écarter ses doutes. Le monde entier regarde, continua Torres, désignant la forêt de téléphones. Fais en sorte que ça compte. Darius accourut, l'excitation brûlant dans ses yeux. Commandant, nous avons plus de 50 000 personnes qui regardent la diffusion en direct. Il leva son téléphone, montrant les chiffres qui augmentaient. La voix de Madame Carter perça le rugissement de la foule. Marcus, attends. Elle essayait de les atteindre, se déplaçant aussi vite que son âge le permettait, mais la mère de corps la tenait à distance. Torres poussa doucement Marcus en avant. Il est temps de bouger. Ils attendent leur chef. La foule déferla avec lui alors que Marcus s'avançait, son chant devenant plus fort. Il marchait avec une précision militaire, la tête haute, affichant la dignité qu'ils avaient pratiquée. Derrière lui, des milliers se déplaçaient en formation, utilisant les positions défensives qu'il leur avait enseignées. Le premier avertissement vint d'en haut. Les hélicoptères de police se retirèrent soudainement, laissant un silence étrange dans le ciel. Les sens de combat de Marcus crièrent au danger. Mais avant qu'il ne puisse agir, le piège se referma. Des unités de la garde nationale déferlèrent des rues latérales des deux côtés, leurs fusils levés. Des véhicules blindés défoncèrent les vitrines des magasins, coupant les voies d'évasion. L'embuscade était parfaitement coordonnée, piégeant la foule dans un tir croisé mortel. Marcus se tourna vers Torres, tendant la main vers son ancien frère d'armes, et se retrouva à fixer le canon d'un pistolet. Le sourire amical de Torres s'était tordu en quelque chose de cruel et moqueur. « Désolé, vieil ami, dit Torres, ne semblant pas du tout désolé. Mais les ordres sont les ordres. » Les premiers coups de feu éclatèrent au-dessus, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes décrivant un arc dans la foule. Les cris remplacèrent les chants alors que le chaos éclatait. Les gens couraient en panique, se piétinant mutuellement tandis que les unités de garde avançaient avec des matraques. Marcus bougea sans réfléchir, son corps répondant à des années d'entraînement. Il écarta le pistolet de Torres et lui donna un coup de genou dans le plexus solaire. Mais Torres s'était entraîné avec lui. Il roula avec le coup, reculant alors que les soldats de la garde ouvraient le feu. Une balle en caoutchouc frappa Marcus aux côtes, lui coupant le souffle. Une autre lui effleura la tempe, le faisant trébucher. À travers une vision floue, il vit Darius essayant d'organiser une voie d'évasion, utilisant les techniques défensives pour aider les autres à s'échapper. « Faites-les sortir !» cria Marcus, sa voix presque perdue dans le chaos. Il se tourna pour faire face aux soldats qui avançaient, gagnant du temps pour que les civils fuient. Le combat qui s'ensuivit fut brutal et désespéré. Marcus utilisa toutes les astuces qu'il avait apprises au sein des forces Delta, mais il était seul face à une armée. Il désarma deux gardes, utilisa leurs propres armes pour bloquer les tirs d'autres, et laissa derrière lui une traînée de soldats gémissant, mais il continuait d'arriver. Une matraque le frappa dans le dos, le faisant tomber à genoux. Le gaz lacrymogène lui brûlait les yeux et la gorge. À travers la brume chimique, il vit Torres debout avec le colonel Harlow. Les deux hommes observaient le carnage avec satisfaction. « Prenez-le vivant », ordonna Harlow, sa voix portant par-dessus le chaos. « Je veux qu'il voie ce qui arrive à son précieux mouvement. » La voix de Madame Carter résonna quelque part dans la folie. « Marcus, par ici. » Elle avait trouvé un passage à travers un bâtiment, aidant les gens à s'échapper. La voir, cette vieille enseignante courageuse au milieu de la violence, donna à Marcus un regain de force. Il se battit vers sa voix, utilisant la panique de la foule à son avantage. Ses côtes criaient à chaque mouvement. Du sang coulait dans ses yeux à cause de la blessure à la tête, mais il continuait d'avancer. Des années d'expérience de combat le guidaient à travers le chaos. Une nouvelle vague de gaz lacrymogène le sépara de la foule. À travers ses yeux larmoyants, Marcus vit des unités de garde traîner des gens dans des camions, y compris Darius, qui se battait encore alors qu'il le frappait. Les téléphones des directs gisaient éparpillés et brisés au sol, leurs écrans sombres. Quelque chose de dur frappa Marcus par derrière.
Une crosse de fusil ou une matraque, il ne put le dire. Il trébucha dans une ruelle, chaque souffle comme un feu dans sa poitrine. D'autres coups de feu suivirent, le forçant à s'enfoncer davantage dans le dédale des ruelles. Il trouva un abri temporaire dans un bâtiment incendié, se pressant contre un mur alors que les patrouilles de garde passaient en courant. Le sang imbibait sa chemise, sa tête battait, et chaque respiration lui causait des poignards dans les côtes. Mais il était vivant. Par une fenêtre cassée, Marcus regarda Torres et Arlo inspecter leur victoire. Torres riait, acceptant les félicitations d'autres officiers. Le son portait clairement dans les rues désormais silencieuses. Opération de Manuel, dit Torres, rengainant son pistolet. Ils ne l'ont jamais vu venir. Bon travail, capitaine, répondit Arlo, sa voix empreinte de satisfaction. Cela devrait briser complètement leur esprit. Marcus glissa le long du mur, ses jambes cédant enfin. Le mouvement était en ruine. Les partisans furent arrêtés, les dirigeants capturés et la confiance brisée. Tout cela parce qu'il avait été aveugle à la trahison de Torres, sourd à ses propres instincts qu'il avait averti que quelque chose n'allait pas. Au loin, les sirènes hurlaient et les hélicoptères revenaient. Les bruits de la répression emplissaient la nuit alors que les unités de garde allaient de bâtiment en bâtiment, chassant les traînards. Marcus s'enfonça davantage dans l'ombre, sa respiration haletante, regardant son ancien ami s'éloigner avec l'ennemi. Marcus était recroquevillé dans le bâtiment obscurci, chaque souffle lui envoyant des pointes de douleur dans les côtes. Le sang avait séché sur sa tempe, rendant sa peau tendue et irritante. À travers les brèches dans les murs brûlés, il observait les patrouilles de la garde nationale balayer les rues avec des lampes de poche et des fusils. Ses mains tremblaient alors qu'il examinait les ecchymoses qui se propageaient sur sa poitrine. Chaque marque ressemblait à une accusation, une preuve de son échec. Il avait conduit ces gens dans un piège. Leur confiance en lui leur avait valu d'être arrêté, battu, peut-être pire. « J'aurais dû savoir », murmura-t-il dans l'obscurité. « J'aurais dû le voir venir. » La trahison de Torres le touchait plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Des années passées à se battre côte à côte dans les forces Delta, à partager des tranchées et des missions de combat, tout cela ne signifiait plus rien. Le souvenir du sourire moqueur de son vieil ami lui tordit l'estomac. Un hélicoptère passa bas au-dessus de sa tête, son faisceau de projecteurs traversant les fenêtres brisées. Marcus se pressa davantage contre le mur, grimaçant alors que ses blessures protestaient. La lumière passa, mais il resta figé, se demandant si la reddition ne serait pas le seul moyen d'empêcher que plus de gens ne soient blessés. « Je connais ce regard », dit doucement une voix familière. C'est le regard d'un homme sur le point de faire quelque chose de stupide. Madame Carter émergea des ombres comme un fantôme, se déplaçant prudemment à travers les débris. Ses vêtements habituellement soignés étaient poussiéreux, et une petite coupure marquait sa joue, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Madame Carter. Marcus essaya de se lever, mais ses jambes ne coopéraient pas, vous ne devriez pas être ici. Ce n'est pas sûr. Nulle part n'est sûr ce soir. Elle s'agenouilla à côté de lui, sortant des fournitures médicales de son sac. Mais je suis exactement là où je dois être. Ses mains étaient douces mais fermes alors qu'elle nettoyait la coupure sur sa tempe. Marcus remarqua des égratignures sur ses jointures, preuve que l'enseignante à la retraite avait riposté pendant le chaos. « Je suis désolé, dit-il, sa voix rauque. Tous ces gens m'ont fait confiance, m'ont suivi, et je les ai menés droit dans. Arrêtez ça tout de suite. » Le ton de Madame Carter était le même que celui qu'elle utilisait avec des élèves indisciplinés depuis 40 ans. « Vous n'avez mené personne dans quoi que ce soit. Ces gens ont choisi de se lever. Vous leur avez donné le courage et les outils pour le faire correctement. » Elle bandait ses côtes, ses mouvements précis. Marcus se souvint qu'elle avait été infirmière de campagne avant de devenir enseignante. « Torres m'a dupé, dit Marcus. Il a utilisé ma confiance contre moi, et tout le monde en a payé le prix. C'est ce que fait le mal, répondit Madame Carter. Il utilise les meilleures qualités des bonnes personnes contre elle. Elle ajouta, votre confiance n'était pas une faiblesse. Sa trahison l'était. Elle finit de le bander et s'assit, étudiant son visage. Vous savez à quoi cela me fait penser? Montgomery, 1965. J'étais juste une petite fille qui regardait le Dr King marcher. La police a lâché des chiens et des lances à incendie sur nous. Nous a battus à 100. Beaucoup voulaient abandonner alors aussi. Marcus leva les yeux, voyant l'acier dans ses yeux. Qu'est-ce qui s'est passé?
Nous sommes revenus plus forts parce que c'est ce que fait la justice. Elle se relève. Le mal peut gagner une bataille, mais il ne gagne jamais la guerre. Elle lui toucha doucement l'épaule. Les héros ne prennent pas leur retraite tant que leur peuple a encore besoin d'être sauvé. Les mots frappèrent Marcus comme une force physique. Il se rappela pourquoi il avait rejoint la Delta Force, non pas pour la gloire ou l'aventure, mais pour protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Cette mission n'avait pas pris fin avec son service. Les personnes qu'ils ont arrêtées, dit-il lentement. Elles seront détenues au centre de commandement de la garde, l'ancien palais de justice. Madame Carter sourit. Ça ressemble plus au Marcus style que je connais. Elle l'aida à se lever, le soutenant jusqu'à ce que ses jambes se stabilisent. Dans un coin de la pièce, un miroir brisé pendait de travers au mur. Marcus y aperçut son reflet, meurtri, ensanglanté, mais d'une certaine manière pas vaincu. Nous aurons besoin de provisions, dit-il, son esprit tactique déjà au travail. Et j'aurai besoin d'une armure. Le sac de Madame Carter contenait plus que des fournitures médicales. Elle avait apporté des morceaux d'équipement anti-émeute récupérés sur des soldats de la garde abattus pendant le chaos. Certains jeunes ont pris ce qu'ils pouvaient, expliqua-t-elle. Ils ont tout ramassé toute la nuit. Marcus examina chaque pièce attentivement. L'armure n'était pas de qualité militaire, mais elle aiderait. Il attacha d'abord la cuirasse, testant comment elle affectait ses mouvements. Le poids familier de l'équipement tactique l'aida à éclaircir ses pensées. Darius et les autres, dit-il en fixant les protège-bras. Ils comptent sur nous. Sur vous, corrigea Madame Carter. Ils croient en vous, Marcus. Non pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous ne cessez jamais de vous battre pour ce qui est juste. Elle l'aida à ajuster les sangles, ses mouvements lui rappelant sa mère le préparant pour l'école tant d'années auparavant. La pensée lui donna une soudaine boule dans la gorge. Je ne les décevrai plus, promit-il. Vous ne l'avez jamais fait. Madame Carter recula, examinant son travail. Maintenant, vous ressemblez à ce que vous avez toujours été, un guerrier pour la justice. Marcus se tourna de nouveau vers le miroir brisé. L'homme qui le regardait était transformé. Malgré les ecchymoses, malgré la douleur, ses yeux brûlaient d'un but renouvelé. L'armure de fortune n'était pas jolie. Mais elle servirait. Il pensa à Torres et Harlow, probablement en train de célébrer leur victoire en ce moment. Il croyait avoir brisé le mouvement, écrasé son esprit. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Madame Carter lui tendit la dernière pièce, un gilet tactique avec des poches supplémentaires. Les autres attendent votre signal, dit-elle. Quand vous serez prêt. Marcus attacha le gilet, vérifiant chaque fixation avec une précision exercée. Dans le miroir, il ressemblait à ce qu'il était vraiment, non seulement un commandant des forces Delta, mais un défenseur de son peuple. L'armure lui allait bien, comme un retour à sa véritable mission. Marcus se pressa contre le mur de briques froids du palais de justice, désormais centre de commandement du colonel Harlow. L'air nocturne apportait un frisson qui faisait souffrir ses côtes meurtries, mais il repoussa la douleur. Des années d'entraînement dans les forces Delta lui avaient appris à compartimenter l'inconfort. De sa position cachée de l'autre côté de la rue, il étudia les défenses du bâtiment à l'aide de jumelles compactes. 4 gardes à l'entrée principale, 2 patrouillant de chaque côté, et des tireurs d'élite sur le toit. Formation militaire standard, mais bâclée. Ce n'étaient pas des troupes de combat aguerries. C'étaient des guerriers du week-end ivres de pouvoir. Il vérifia sa montre, 2h47. La relève de la garde aurait lieu à 3h. Marcus avait mémorisé leur schéma au cours de la dernière heure, les pauses cigarettes paresseuses, les itinéraires de patrouille prévisibles, les angles morts de la couverture de leurs caméras de sécurité, des erreurs d'amateurs qui leur coûteraient cher. Une silhouette sortit de la porte latérale. La sergente Linda Quinn, commençant sa ronde de fournitures médicales. Leurs regards se croisèrent brièvement dans l'obscurité. Elle ne montra aucun signe de reconnaissance, mais son chemin créa délibérément une brèche de 30 secondes dans la couverture du périmètre ouest. Marcus se déplaça comme une ombre, des années d'opérations secrètes coulant dans ses muscles. L'armure de fortune que Madame Carter lui avait donnée ne grinçait pas, ne cliquetait pas. Il avait rembourré chaque articulation avec du tissu. Il atteignit l'ombre du bâtiment juste au moment où Quinn disparut au coin. 2 gardes se tenaient près de l'entrée latérale, fusils tenus nonchalamment. Marcus les entendit se plaindre du froid,
leur attention concentrée sur leur inconfort plutôt que sur leur environnement. Il sortit une petite pierre de sa poche et la jeta dans des buissons voisins. Qu'est-ce que c'était? Le jeune garde s'avança, scrutant l'obscurité. Probablement juste un tchat, dit son partenaire, mais se déplaça pour vérifier quand même. Marcus frappa au moment où ils se séparèrent. Sa main se referma sur la bouche du premier garde, coupant tout son alors qu'il appliquait une pression précise sur l'artère carotide. Le garde s'effondra inconscient en quelques secondes. Le second garde se retourna juste à temps pour rencontrer le coude de Marcus, un coup net qui le fit tomber sans un bruit. Il traîna les deux corps dans l'ombre, les attachant avec leur propre lien rapide. Leur radio grésilla. « Entrée ouest, signalez-vous. » Marcus actionna la radio, imitant parfaitement la voix du jeune garde. « Entrée ouest dégagée. » Une autre compétence des forces Delta, la manipulation vocale lui avait sauvé la vie plus d'une fois. À l'intérieur du bâtiment, les lumières fluorescentes bourdonnaient. Marcus se déplaçait prudemment, utilisant sa mémoire de la disposition du palais de justice lors de visites précédentes. Les cellules de détention seraient au sous-sol, c'est là qu'il garderait Darius et les autres manifestants. Un garde tourna le coin et Marcus se fondit dans une alcôve. Le garde passa à quelques centimètres, ne remarquant jamais l'ombre qui se glissa derrière lui. Une prise d'étranglement rapide, un autre corps caché dans un placard à fournitures. Marcus recueillit ce dont il avait besoin du garde inconscient, carte-clé, radio et un équipement tactique plus complet. L'arme de poing du garde rejoignit l'étui de Marcus. Il préférait ne pas utiliser la force létale, mais il n'hésiterait pas si nécessaire. Le bruit de bottes sur le marbre le figea. Une patrouille de 4 gardes passa devant sa position, se dirigeant vers les escaliers. Marcus attendit que leur pas s'estompe, puis les suivit. Les murs en béton de la cage d'escalier amplifiaient chaque son, le forçant à se déplacer avec une lenteur insupportable. Au 2e étage, il rencontra de nouveau la sergente Quinn. Elle vérifiait des fournitures médicales dans un local de stockage, le dos tourné à la porte. Sans se retourner, elle parla doucement. L'angle mort de la caméra de sécurité dure 20 secondes. Harlow est au centre de commandement au 3e étage, elle est. Il a 6 gardes personnels. Marcus passa silencieusement, reconnaissant son aide-par le plus léger touché sur son épaule. Elle risquerait la cour martiale si elle était surprise à l'aider, mais sa conscience ne lui permettrait pas de soutenir l'opération corrompue de Harlow. Le 3e étage était mieux gardé. Marcus dénombra 8 hommes dans le couloir menant au centre de commandement. Les affronter de front serait un suicide. Il lui fallait une diversion. L'ancienne gaine de maintenance du bâtiment offrait une autre voie. Marcus grimpa prudemment, utilisant des techniques perfectionnées lors de son entraînement en guerre urbaine. Ses côtes blessées criaient de protestation, mais il ne ralentit pas. La gaine déboucha dans une salle de ventilation surplombant le couloir principal. Parfait timing. Quinn avait commencé sa diversion. Une dispute éclatait à l'autre bout du couloir à propos de fournitures médicales manquantes. 4 gardes se déplacèrent pour enquêter, laissant l'approche du centre de commandement exposée. Marcus tomba silencieusement derrière les gardes restants. Le premier ne sut jamais ce qui le frappa, un coup précis à la base du crâne. Le second réussit à se retourner à moitié avant que le coude de Marcus ne se connecte à sa tempe. Tous deux tombèrent sans donner l'alerte. Il les traîna rapidement dans la salle de ventilation, puis se dirigea vers le centre de commandement. Les lourdes portes en bois étaient renforcées d'acier, architecture typique d'un palais de justice. 2 gardes restaient, debout et alertes avec des armes automatiques. Marcus sortit une petite bonbonne de son gilet, un fumigène artisanal, gracieuseté des connaissances en chimie de Madame Carter. Il le roula doucement dans le couloir. Lorsqu'il s'activa, les gardes se tendirent mais maintinrent leur position, incapables d'abandonner leur poste. Leur discipline joua contre eux. Marcus se déplaça à travers la fumée comme un fantôme, ses coups précis et dévastateurs. Le fusil du premier garde cliqueta au sol alors qu'il tombait. Le second réussit à actionner sa radio une fois avant que Marcus ne le neutralise, mais aucun mot ne fut transmis. La fumée s'amenuisa, révélant les portes ornées du centre de commandement. Marcus entendait des voix à l'intérieur, l'aboiement distinctif de Harlow donnant des ordres, probablement coordonnant la répression en cours. Le colonel n'avait aucune idée que sa forteresse avait été pénétrée. Marcus vérifia une dernière fois ses armes. Le poids de son arsenal collecté était rassurant. Lien rapide, grenade fumigène, l'arme de poing du garde,
et surtout, la petite caméra que Madame Carter lui avait donnée. Tout ce dont il avait besoin pour exposer la corruption de Harlow et libérer son peuple. Il s'accroupit au seuil, ses muscles contractés comme des ressorts. À travers la porte, il entendit Harlow rire à propos de donner une leçon à ses fauteurs de troubles. La mâchoire de Marcus se serra. Le temps de la furtivité était révolu. Marcus se précipita en avant, enfonçant son épaule dans les lourdes portes. Elles s'ouvrirent avec un fracas retentissant, surprenant les soldats à l'intérieur. 2 gardes tendirent la main vers leurs armes, mais Marcus était déjà en mouvement. Il lança un tiroir de classeur comme un disque, frappant le premier garde à la poitrine et le faisant s'écrouler. Le second garde réussit à tirer un coup qui siffla à l'oreille de Marcus. Marcus réduisit la distance en 3 pas rapides, déviant le canon du fusil vers le haut. Le coup suivant du garde perça le plafond alors que Marcus exécutait un lancer de hanche parfait, le projetant sur un bureau qui se brisa sous l'impact. Intrudé au 3e étage, cria quelqu'un dans une radio. Des bottes résonnèrent dans le couloir alors que des renforts se précipitaient vers le centre de commandement. Marcus attrapa le fusil d'un garde tombé et se retourna pour faire face à l'embrasure de la porte. Le premier soldat à traverser reçut un coup de crosse de fusil au visage, des dents s'éparpillant sur le sol. Le second essaya de pointer son arme, mais Marcus était déjà à l'intérieur de sa garde. Un violent coup de coude écrasa le larynx de l'homme. Plus de soldats affluèrent. Marcus se déplaça comme de l'eau entre eux, chaque mouvement s'enchaînant au suivant. Un coup de genou brisa les côtes d'un garde. Une clé de bras cassa le coude d'un autre. Il utilisa leur propre élan contre eux, transformant leurs attaques en opportunités pour des contre-attaques dévastatrices. Un soldat réussit à prendre Marcus dans une prise d'étranglement. Marcus laissa tomber son poids, brisant la prise, puis inversa sa position. Le soldat vola en l'air, s'écrasant sur 2 de ses compagnons. Tous 3 tombèrent dans un enchevêtrement de membres et d'équipements. Quelqu'un avait commencé à diffuser le combat en direct sur son téléphone. Les commentaires et les likes affluaient alors que les spectateurs regardaient Marcus démanteler systématiquement la force de sécurité d'élite de la garde nationale. Chaque neutralisation brutale suscitait des acclamations et des messages de soutien. Ça c'est pour Darius, grogna Marcus, enfonçant son genou dans le plexus solaire d'un garde. L'homme se plia en 2, haletant. Ça c'est pour Madame Carter. Un uppercut parfait souleva un autre soldat de ses pieds. Le combat se propagea dans le couloir. Marcus utilisa l'espace étroit à son avantage, empêchant les soldats de l'encercler. Il attrapa le gilet tactique d'un garde et l'utilisa comme bouclier humain, avançant à travers une grêle de balles en caoutchouc. Une grenade flash rebondit sur le mur. Marcus la renvoya du pied avant qu'elle ne puisse exploser. L'explosion illumina le couloir, étourdissant 3 autres gardes. Il se déplaça à travers le chaos comme une force de la nature, laissant derrière lui des corps brisés et de l'équipement détruit. Un soldat essaya de contacter des renforts par radio. Marcus le réduisit au silence d'un coup à la gorge, puis utilisa la radio pour diffuser un message. C'est ce qui arrive quand on abuse du pouvoir. Le peuple riposte. Le nombre de vues de la diffusion en direct explosa. Les civils qui regardaient de chez eux virent Marcus attraper un extincteur au mur. Il le vaporisa en un large arc, créant un nuage de poudre blanche qui confondit et désorienta les gardes restants. À travers la brume, ils ne pouvaient voir que des ombres de Marcus, éliminant systématiquement leurs compagnons. Il est imparable, commenta quelqu'un alors que Marcus utilisait le bouclier anti-émeute d'un garde pour projeter 3 soldats contre un mur. L'impact laissa une marque en forme de personne dans le placoplâtre. Marcus aperçut un visage familier parmi les gardes, le soldat Miller, l'un des hommes qui l'avait harcelé dans la rue. Miller leva les mains en signe de reddition, mais Marcus ne se sentait pas miséricordieux. Une combinaison de coups d'une rapidité fulgurante laissa Miller inconscient, le nez définitivement cassé. Le couloir devint un parcours d'obstacles de corps gémissants et d'armes abandonnées. Marcus le traversa avec une efficacité exercée, désamorçant les pièges et évitant les embuscades évidentes. Son entraînement des forces Delta l'avait préparé à ce type de combat rapproché. Une escouade tenta de le piéger à une intersection, l'attaquant sous plusieurs angles. Marcus s'abaissa et roula, se relevant avec 2 matraques anti-émeute. Les armes devinrent des extensions de ses bras alors qu'il parait les attaques et portait des coups dévastateurs. Les os claquaient, les corps tombaient. L'assaut coordonné de l'escouade se transforma en panique. C'est mieux que n'importe quel film d'action, commenta quelqu'un sur la diffusion en direct.
La vidéo était devenue virale, des milliers de personnes regardant Marcus prouver pourquoi les opérateurs des forces Delta étaient considérés comme l'élite des guerriers du monde. Il utilisa tout ce qu'il avait à sa disposition, des lances à incendie pour créer des conditions glissantes, des cadres de porte comme armes improvisées, même un chariot à courrier comme bélier. Chaque improvisation démontrait des années d'expérience de combat et de résolution créative de problèmes sous pression. Le dernier groupe de gardes réguliers tint sa position devant le centre de commandement principal. Ils avaient renversé des bureaux pour se couvrir et visaient diverses armes sur Marcus qui approchait. Leurs mains tremblaient en le regardant s'avancer, couverts de poudre d'extincteur, ressemblant à un fantôme vengeur. Dernière chance de partir, offrit Marcus. Ils répondirent par un barrage de tirs. Marcus plongea et roula, se retrouvant à l'intérieur de leur périmètre. Ses coups étaient économiques et dévastateurs. Un coup de coude qui écrasait un nez, un coup de genou qui brisait une rotule, un coup de paume qui crevait un tympan. Le nombre supérieur de gardes ne signifiait rien face à son habileté et son expérience. Le dernier garde tenta de s'enfuir. Marcus l'attrapa avec une agrafeuse lancée qui le mit KO. Le couloir redevint silencieux, à l'exception des gémissements des soldats vaincus et du goutte-à-goutte régulier de l'eau du tuyau d'incendie cassé. Marcus fit une pause pour reprendre son souffle, ses côtes endolories par l'effort. La diffusion en direct montrait son visage, déterminé et concentré. Il vérifia une dernière fois son équipement, s'assurant que la caméra enregistrait toujours. À travers les portes du centre de commandement, il entendit le colonel Harlow aboyer des ordres. Avec un calme précis, Marcus rechargea ses armes capturées. Il ajusta son armure de fortune, serrant les sangles qui s'étaient desserrées pendant le combat. La section des commentaires de la diffusion en direct explosa d'encouragement alors qu'il s'approchait des dernières portes. Marcus prit une profonde inspiration, se centra, et ouvrit les portes d'un coup de pied. À l'intérieur, le colonel Harlow l'attendait en tenue de combat complète, entouré de sa garde de sécurité personnelle. La vraie bataille était sur le point de commencer. Le colonel Harlow se tenait dans sa tenue de combat, un rictus de dédain tordant son visage. Sa garde de sécurité personnelle, 6 soldats d'élite, formait un cercle protecteur autour de lui. Les écrans du centre de commandement scintillaient d'images de surveillance montrant la traînée de corps inconscients laissés par Marcus. Le célèbre Marcus Steele, cracha Harlow. Le chouchou des forces Delta devenu traître à sa race. Regardez ce que vous êtes devenu, à combattre les soldats de votre propre pays. Marcus s'avança, ses bottes crissant sur le verre brisé. Le seul traître ici, c'est vous, Harlow. Utiliser la garde nationale pour terroriser des civils, ce n'est pas protéger le pays. C'est de la tyrannie. Arrêtez-le, ordonna Harlow à ses hommes. Mais Marcus était prêt. Il intercepta le coup de poing du premier garde et utilisa l'élan de l'homme pour le projeter sur 2 autres. Les 3 restants attaquèrent simultanément. Marcus esquiva un coup sauvage, balaya les jambes d'un garde et enfonça son coude dans les côtes d'un autre. Le craquement d'os brisé résonna dans la pièce. Le dernier garde hésita, regardant ses compagnons tomber. Marcus lui donna une chance de se rendre, mais l'homme chargea quand même. Une combinaison rapide JAB, cross, crochet le mit KO. Harlow regarda sa sécurité d'élite s'effondrer avec une rage croissante. Il arracha sa veste de commandement, révélant d'énormes bras couverts de tatouages militaires décolorés. Bien, je m'en occupe moi-même. Tout comme vous vous êtes occupé de ces innocents dans les rues. Marcus tourna à gauche, léger sur ses pieds. Harlow frappa le premier, un coup de massue qui aurait pu arracher la tête de Marcus. Mais Marcus esquiva le coup et contre-attaqua avec 3 coups rapides au rein de Harlow. Le colonel grogna mais ne ralentit pas, tu es mou, railla Harlow, lançant un coup de genou que Marcus bloqua à peine. Trop de temps avec des civils. Les vrais soldats obéissent aux ordres. Marcus absorba un coup au corps pour s'introduire dans la garde de Harlow. Il déclencha une série de coups précis, gorge, plexus solaire, côte flottante. Chaque coup fit trébucher Harlow en arrière, mais l'homme plus grand refusa de tomber. Ils s'écrasèrent contre une rangée d'ordinateurs, faisant jaillir des étincelles. Harlow saisit un clavier et le balança comme une massue. Marcus le dévia avec son avant-bras, sentant le plastique se briser. Il riposta par un coup de genou sauté qui frappa Harlow au menton. Du sang gicla de la lèvre fendue de Harlow. Il cracha du sang et chargea comme un taureau, projetant Marcus contre un mur. L'impact coupa le souffle à Marcus, mais il abattit ses coudes sur la colonne vertébrale de Harlow, brisant la prise.
C'est pour toutes les personnes que vous avez profilées. Marcus déclencha une combinaison fulgurante. Pour chaque vétéran que vous avez manqué de respect. Ces points trouvèrent des failles dans la défense de Harlow. Pour chaque vie que vous avez ruinée avec votre haine. Harlow absorba les coups et riposta par un violent crochet du droit qui effleura la tempe de Marcus. Des étoiles explosèrent dans sa vision. Il roula avec le coup, mais Harlow pressa son avantage, lançant de lourds coups qui forcèrent Marcus à reculer. « Tu te crois spécial ?» Harlow ricana entre deux coups de poing. « Tu n'es qu'un autre voyou en uniforme. J'ai maté des fauteurs de troubles comme toi pendant 30 ans. » Marcus sentit son dos heurter un bureau. Au lieu de reculer davantage, il l'utilisa comme levier, se projetant en avant avec un coup de genou volant. Le coup frappa Harlow en plein visage, le faisant vaciller en arrière. La section des commentaires de la diffusion en direct explosa de soutien. Les téléspectateurs regardaient Marcus maintenir son avantage, frappant avec une précision chirurgicale. Chaque coup ciblait les points faibles, les points de pression, les plexus nerveux et les articulations. La force brute de Harlow ne pouvait égaler l'expertise tactique de Marcus. Mais Harlow n'avait pas dit son dernier mot. Il attrapa une chaise et la lança à la tête de Marcus. Lorsque Marcus l'esquiva, Harlow réduisit la distance et lui porta un coup de poing retentissant au corps qui fit hurler les côtes de Marcus. « C'est ça, grogna Harlow. Ressens ce qu'est le vrai pouvoir. » Marcus essuya l'assaut, se rappelant son entraînement. Il laissa Harlow s'épuiser, lançant de lourds coups de poing, puis riposta avec une efficacité dévastatrice. Un coup de paume à l'oreille perturba l'équilibre de Harlow. Un coup de coude à la gorge le fit halter. Ils échangèrent des coups au centre de la pièce, aucun des deux hommes ne voulant céder. Harlow se battait avec des décennies de haine et de préjugés refoulés derrière chaque coup de poing. Marcus se battait avec la fureur juste des opprimés, chaque coup portant le poids de la justice. Le sang et la sueur volèrent alors qu'ils se battaient. La taille et la force supérieure de Harlow affrontèrent la vitesse et la technique de Marcus. Le combat devint une danse brutale de violence, chaque homme représentant des forces opposées, tyrannie contre liberté, haine contre justice. Finalement, Marcus vit son ouverture. Harlow se pencha trop en avant sur un coup de massue sauvage, se laissant exposer. Marcus s'approcha, piégea le bras de Harlow et exécuta un lancer par la hanche parfait. Le colonel s'écrasa au sol avec une force assourdissante. Avant que Harlow ne puisse se relever, Marcus le bloqua dans une prise de soumission. Il saisit le bras de Harlow et l'hyperextension, appliquant une pression prudente sur l'articulation du coude. Le colonel se débattit, mais Marcus le maîtrisait parfaitement. Maintenant, dit Marcus, augmentant la pression jusqu'à ce que Harlow hurle, vous allez dire la vérité. Le pays entier regarde. Il tourna la tête de Harlow vers la caméra en direct. Des milliers de personnes regardèrent Marcus forcer le colonel à faire face à ses crimes. Parlez, ordonna Marcus, maintenant la pression. Le visage de Harlow se tordit de douleur et de rage. Je mourrai d'abord, cracha Harlow. Marcus tordit encore le bras, faisant hurler Harlow. La vérité, colonel. Maintenant. Alors que les caméras tournaient et que son bras était presque cassé, Harlow craqua enfin. D'accord, cria-t-il. C'était politique. Tout ça, la répression, le profilage, tout. Les détails, exigea Marcus, maintenant la pression. Le visage de Harlow se contracta de douleur et de rage. L'élection. Nous avions besoin du chaos dans les quartiers minoritaires. La peur pousse les gens à accepter le contrôle. Le gouverneur, il voulait une excuse pour la loi martiale. Il halta. Empêcher certaines personnes de voter, et cibler spécifiquement les vétérans noirs. On ne peut pas avoir des leaders communautaires respectés qui interfèrent. L'entraînement militaire les rend dangereux. Il fallait faire des exemples. Montrer à tous que leur statut ne les protégerait pas, Marcus relâcha la prise mais maintint Harlow immobilisé. En quelques minutes, la confession devint virale. Les téléphones portables de toute la ville s'illuminèrent de notifications. Les chaînes d'information interrompirent leurs programmes habituels. Les réseaux sociaux explosèrent d'indignation. Dehors, des bruits de célébration remplissaient les rues. Les unités de la garde nationale, voyant leur commandant exposé, commencèrent à se retirer. La sergente Quint mena plusieurs escouades à baisser leurs armes, refusant de poursuivre l'oppression. En quelques heures, le bureau du gouverneur publia un communiqué paniqué se dissociant de Harlow.
Au crépuscule, 3 hauts fonctionnaires avaient démissionné. Des enquêteurs fédéraux affluèrent vers le centre de commandement, emmenant Harlow menotté tandis que des hélicoptères de presse tournaient au-dessus. Marcus sortit du bâtiment sous des acclamations retentissantes. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées, tenant des téléphones qui avaient diffusé en direct sa victoire. Parmi eux se tenait Darius Johnson, des larmes coulant sur son visage alors qu'il menait la foule à chanter le nom de Marcus. Evelyn Carter se fraya un chemin à travers la foule, ses yeux brillants de fierté. Elle serra Marcus dans ses bras, murmurant « Vous avez réussi, mon fils. Vous leur avez montré à quoi ressemble un véritable service. » La sergente Quint s'approcha prudemment, toujours en uniforme, mais son fusil en bandoulière. « Commandant Steele, dit-elle formellement, puis éclata en un sourire. « Merci de nous avoir aidés à nous souvenir de notre véritable devoir. » La célébration s'est propagée dans toute la ville. La loi martiale s'est effondrée alors qu'unité après unité se retirait. Les manifestants détenus ont été libérés. Les politiciens qui avaient soutenu la répression se sont empressés de s'excuser, leur carrière en lambeaux. Les médias locaux ont interviewé Marcus sur les marches de l'hôtel de ville. « Il ne s'agissait jamais de moi », leur dit-il, sa voix portant à travers la place. Il s'agissait de justice, de responsabiliser le pouvoir, de montrer que personne n'est au-dessus de la loi, surtout ceux qui prétendent la faire respecter. Darius s'avança à ses côtés, téléphone à la main. « Vous voyez ça » cria-t-il à ses abonnés. « C'est comme ça qu'on se défend, avec discipline, avec détermination, avec unité. Marcus nous a montré la voie. » Les jours suivants apportèrent des changements radicaux. Des enquêteurs fédéraux des droits civiques descendirent sur la ville. Le gouverneur démissionna en disgrâce. Harlow fit face à de multiples accusations, sa réputation détruite par sa propre confession enregistrée. Une semaine plus tard, Marcus était assis dans la cuisine d'Evelyn, l'aidant à trier les dons pour les familles blessées pendant la répression. Le quartier s'était réuni, plus fort que jamais. « Vous savez ce qui me rend le plus fier » dit Evelyn, emballant des conserves dans des boîtes. « Non seulement que vous ayez gagné, mais la façon dont vous avez gagné. Vous avez montré à ces jeunes gens comme Darius qu'on peut combattre l'injustice sans perdre son humanité. » Marcus hocha la tête, pensant aux vies changées. La sergente Quint avait été promue, dirigeant maintenant les réformes de l'entraînement au sein de la garde nationale. Darius avait fondé une organisation communautaire, canalisant sa passion vers un changement durable. La ville guérissait, se reconstruisait avec une nouvelle conscience et une nouvelle unité. 2 semaines après le combat, Marcus aida Evelyn à porter les courses sur le perron de sa maison. Ses côtes lui faisaient encore mal de la bataille, mais la douleur ressemblait maintenant à un insigne d'honneur. Des enfants jouaient librement dans les rues, ne craignant plus les véhicules blindés ou les soldats hostiles. « Regardez-les » dit Evelyn, observant les enfants. « Ils grandiront en sachant que quelqu'un s'est levé pour eux. » Elle ajouta, que la justice est possible si l'on est assez courageux pour l'exiger. Marcus sourit faiblement, ressentant une vraie paix pour la première fois depuis le début de la répression. La tension constante dans ses épaules s'était enfin relâchée. Son service n'avait pas été vain. Il avait protégé sa communauté quand elle en avait le plus besoin. Des voisins saluaient en passant, lançant des bonjours. La peur avait disparu de leurs yeux, remplacée par une dignité tranquille. Marcus leur avait montré leur propre force, leur pouvoir lorsqu'ils étaient unis contre l'oppression. « Et ensuite » demanda Evelyn alors qu'il déballait les courses. « Vous pourriez vous présenter aux élections, vous savez. Les gens voteraient pour vous sans hésiter. » Marcus secoua la tête. « J'ai fini de me battre pour l'instant. Il est temps d'aider à reconstruire, de s'assurer que cela n'arrive plus jamais. » Par sa fenêtre, il pouvait voir la silhouette de la ville. Plus d'hélicoptères ne tournaient au-dessus. Plus de sirènes ne hurlaient. Les rues appartenaient de nouveau aux gens, et Marcus avait contribué à rendre cela possible. Il porta le dernier sac à l'intérieur, s'arrêtant pour regarder des enfants jouer au basket sur le terrain du coin. Leur rire portait sur la brise, le son de la liberté, de la justice restaurée, d'une communauté renaissante des cendres de l'oppression. Evelyn lui serra doucement le bras. « Tu as bien fait, mon fils. Tu as vraiment bien fait. » Marcus hocha la tête, sentant la vérité de ses paroles s'installer dans son cœur. La bataille était terminée. La justice avait prévalu. Et à la suite de cela, quelque chose de beau avait grandi, un quartier uni, un peuple émancipé et une paix durement gagnée mais durable.
J'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.